Alors, si on fait un petit tour d'horizon des principales mesures qui étaient envisagées dans ce PLF 2026, et on va voir qu'il y a eu des évolutions. Encore hier soir, un communiqué de presse qui était publié sur le site du gouvernement pour nous donner les pistes, un certain nombre de grandes lignes de ce qu'il va y avoir dans ce texte, et notamment en ce qui concerne la fiscalité des entreprises. On va y arriver dans un instant. En ce qui concerne la fiscalité des particuliers, la première mesure qui était envisagée dans ce PLF 2026, c'était le gel du barème de l'impôt sur le revenu. C'est ce qu'on appelait l'année blanche. Alors l'année blanche, ça voulait dire on gèle les pensions de retraite, on gèle le montant des aides sociales et on gèle le barème de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire on ne le revalorise pas pour tenir compte de l'inflation. J'appelle ça plutôt une année noire, moi, mais bon, année blanche, enfin on comprend bien l'idée. L'idée, effectivement, c'était que on paye un petit peu plus d'impôt sur le revenu, puisque si les revenus ont suivi l'inflation, si le barème ne le suit pas, forcément, on aura une imposition un petit peu supérieure. Ça a évidemment généré beaucoup de débats à l'Assemblée nationale, qui avait décidé par le biais d'amendements de revaloriser toutes les tranches, au Sénat qui a dit non, on va revaloriser que la première tranche. Dans les déclarations qui ont eu lieu ce week-end, on comprend en fait qu'on ne veut pas aggraver la fiscalité des ménages, et donc il est assez probable que ce barème, que toutes les tranches de ce barème de l'impôt sur le revenu seront revalorisées pour tenir compte de l'inflation. Donc on aura, vous voyez, pour l'imposition des revenus 2025, un barème qui sera un petit peu supérieur à celui que vous voyez à l'écran. Sachant qu'il ne faut pas oublier qu'à côté du barème de l'impôt sur le revenu, on a deux impositions complémentaires sur les revenus. La CEHR, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant, hein, donc exceptionnel, ça ne veut pas dire temporaire, hein, vous voyez bien la différence dans le langage. Exceptionnel, ça veut dire que ça vient en plus. Voilà. Et puis on nous a créé donc l'année dernière une contribution différentielle, celle-ci, pas exceptionnelle, elle est différentielle sur les hauts revenus, donc pour que les foyers fiscaux payent au minimum 20% d'impôt sur le revenu. Ça veut dire que pour ceux qui sont à la flat tax, eh bien, il a peut-être fallu en décembre faire un versement complémentaire d'impôt au titre de la CDHR. Alors la CDHR, initialement, elle était prévue que pour une année. Et puis, finalement, il y a eu plus de déclarations. On n'a pas encore le retour les chiffres de la DGFiP, mais il y avait les rentrées fiscales attendues, finalement, allaient peut-être être meilleures que celles qui avaient été budgétées. Et puis, compte tenu de nos déficits publics, eh bien, le gouvernement a proposé de prolonger cette CDHR. Et même au cours des débats au Parlement, on a été jusqu'à proposer la pérennisation de la CDHR. Donc, ça veut dire que pour ceux qui ont un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 € pour une personne seule ou 500 000 € pour un couple soumis à imposition commune, désormais, il faut compter sur la CEHR en plus, 3 ou 4% d'imposition supplémentaire. Vous savez, ça fonctionne par tranche, comme l'impôt sur le revenu. Et le cas échéant, la CDHR, qui, elle, a un calcul totalement autonome sur un revenu fiscal de référence un petit peu différent de celui de la CEHR, et qui va amener à un taux d'imposition global minimum de 20% d'imposition sur le revenu. Ça veut dire hors prélèvements sociaux dont on va parler tout à l'heure. Voilà, donc ce qui semble se dessiner à l'heure où on échange ensemble, c'est une revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu, un maintien bien évidemment de la CEHR et une prolongation, peut-être une pérennisation de la CDHR qui va venir en plus. Alors je poursuis avec une autre mesure qui devrait également aboutir dans cette loi de finances pour 2026, c'est l'annulation de la suppression de ce qu'on appelait certaines niches fiscales. Et dans ces niches fiscales, on avait considéré que l'abattement des pensionnés de retraite, l'abattement de 10%, eh bien c'était une niche fiscale qu'il fallait supprimer. Je vous rappelle que dès lors qu'on perçoit une pension de retraite, cette pension elle est soumise à l'impôt sur le revenu. Le foyer fiscal les déclare avec ses autres revenus, on applique le barème progressif, mais comme pour les salariés, on avait droit à un abattement, une sorte d'abattement pour frais, au titre de la perception de ses revenus. Et donc, l'abattement de 10%, ça permettait de déduire jusqu'à
4 390 €. Donc si j'avais une pension de retraite de 43 000 €, j'avais 10% d'abattement, donc 4 300 €. Au-delà, j'avais plus d'abattement, mais au moins jusqu'à ce montant, j'avais un abattement de 10% sur ma pension de retraite imposable. L'idée du gouvernement, c'était de supprimer cet abattement forfaitaire de 10% et de le remplacer par un abattement fixe de 2 000 €. Ça veut dire que pour les contribuables qui percevaient une pension de retraite de 20 000 €, ça ne changeait rien. 10%, ça faisait les 2 000 €. Mais au-delà, on n'avait plus d'abattement complémentaire, comme on pouvait l'avoir, jusqu'à 43 000 € de pension de retraite. Les débats à l'Assemblée et au Sénat ont été largement défavorables à cette mesure, les deux assemblées ayant proposé la suppression de cette mesure. Et donc, on peut assez facilement imaginer, si on écoute les propos du Premier ministre, pas d'imposition supplémentaire pour les foyers fiscaux, donc on peut assez facilement imaginer que cette mesure va être supprimée et donc on va rester dans l'état actuel de l'imposition des retraités, donc avec un abattement de 10% plafonné à vraisemblablement 4 990 €, peut-être réévalué de 1% comme le barème de l'impôt sur le revenu. Et je poursuis encore avec une bonne nouvelle, c'est Olga qui vous fera les mauvaises nouvelles juste après moi, mais encore une bonne nouvelle qui devrait arriver dans cette loi de finances, c'est l'annulation de la suppression d'autres niches fiscales qui étaient jugées obsolètes et inefficaces. En tout cas, il y en avait deux qui pouvaient nous concerner, qui étaient dans le viseur du gouvernement. C'est l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des indemnités journalières perçues dans le cadre des affections de longue durée. Donc, ces indemnités, jusqu'à présent, sont exonérées d'impôt sur le revenu. Et puis, on avait un deuxième petit avantage fiscal pour les foyers fiscaux qui avaient des enfants rattachés et qui poursuivaient leurs études. Vous savez que quand on a des enfants étudiants, on a le choix entre plusieurs solutions. Soit on les rattache au foyer fiscal, et puis soit, s'ils poursuivent leurs études, notamment dans le secondaire, on peut décider de les détacher du foyer fiscal des parents pour qu'ils constituent leur propre foyer fiscal et déduire une pension alimentaire qu'on leur verserait. Donc, on fait ce choix chaque année, vous savez, on fait un calcul, savoir ce qui est le plus intéressant avec le plafond de la déduction des pensions alimentaires. Et puis, si on rattache l'enfant au foyer fiscal des parents, on a le droit à une réduction d'impôt. Il faut bien penser à la déclarer dans la 2042. Ce n'est pas parce qu'on a rattaché l'enfant qu'on aura automatiquement la réduction d'impôt. Il faut aller dans le formulaire des réductions et crédits d'impôt pour bénéficier de cette réduction d'impôt. Pour frais de scolarité, de mémoire, 62 €, 63, c'est ça ? Marche pas. Ah, c'est mieux là. Tout à coup. Oui, effectivement, ça va entre collège, lycée et études supérieures, et on passe de 62 jusqu'à 180 et quelques euros. 183 €. Et effectivement, ça fait partie des réductions qu'on considérait comme des niches fiscales ou obsolètes ou inefficaces, et donc il fallait les supprimer. C'était prévu. Une source d'économie budgétaire. L'Assemblée, même chose, et le Sénat se sont opposés à la suppression de ces deux avantages fiscaux. Donc, il est assez probable, je reprends les termes du Premier ministre, que pour ne pas aggraver la fiscalité des foyers fiscaux, des ménages, on maintienne ces deux dispositifs, l'exonération des indemnités journalières pour les affections de longue durée et la réduction d'impôt pour frais de scolarité. Petite précision, c'est que cette exonération des indemnités journalières pour affection de longue durée ne concernait pas que les salariés, ça concernait également les indépendants. Qui, eux, sont concernés. Donc c'est vrai qu'on a tendance à voir souvent le salariat, mais effectivement, les indépendants étaient également concernés. Alors, comme j'ai la lourde tâche de parler des mauvaises choses, et effectivement, alors là, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais j'ai envie de dire plutôt un texte un peu complexe qui a fait couler beaucoup d'encre, et notamment, alors quand on parle de complexité, on peut pas faire plus complexe, et à tel point qu'au fur et à mesure des débats, ça a évolué. Et c'est cette fameuse taxe sur les holdings dont on a tous entendu parler dans la presse généraliste, dans la presse spécialisée juridique et fiscale. Dans tous les cas, vous allez voir, comme on ne sait pas ce qui sortira demain, d'autant plus que le communiqué de presse dont vous parlait Patrick tout à l'heure et qui datait d'hier soir, était suffisamment,
complexe également pour ne pas savoir quelle était la solution qui allait être retenue. Mais une chose est certaine, c'est que cette taxe sur les holdings, ils souhaitent la maintenir. On cherche juste maintenant à savoir sur quelle assiette. Et si on s'en tient au texte initial, donc l'objectif de cette taxe sur les holdings étant de taxer en fait les revenus thésaurisés dans les holdings, et donc on avait déjà dans un premier temps à comprendre qui étaient les sociétés concernées. Et donc pour rentrer dans le champ d'application de cette taxe, il était prévu par le législateur en fait plusieurs conditions cumulatives, et il vous disait on va devoir distinguer les sociétés françaises soumises à l'IS ou les sociétés étrangères qui seraient soumises à un impôt équivalent. La seule différence, c'est que effectivement, quand on est une société française détenue en l'occurrence par des résidents fiscaux français, c'est la société qui va payer la taxe, alors que lorsque c'est une société étrangère qui serait détenue par des personnes physiques domiciliées en France, ce seraient les personnes physiques qui paieraient la taxe. Et donc déjà, une fois qu'on a dit ça, il fallait déterminer quelles étaient les conditions pour savoir si on rentrait dans le champ d'application de cette nouvelle taxe, dite taxe sur les holdings. La première condition était de dire il faut que la valeur vénale globale des actifs de la holding soit supérieure à 5 millions d'euros. Ça, c'était la première condition qui était prévue. Ensuite, il y avait une condition de détention du capital de la holding, en l'occurrence, et il fallait que cette holding soit détenue à au moins 33,33%, si ce n'était plus, soit directement, soit indirectement, par le détenteur, la personne physique ou son groupe familial. Alors, le groupe familial étant très large, ou alors y exercer le pouvoir de direction. Et il fallait que cette holding perçoive des revenus passifs. Alors la définition des revenus passifs, c'était quoi ? Eh bien, on nous disait que c'était les dividendes, les produits de placement à revenus fixes, donc des intérêts, les redevances de la propriété intellectuelle, des loyers, en fait tout ce qui n'était pas productif, donc de revenus dits passifs. Et ces revenus dits passifs devaient représenter plus de 50% des produits financiers d'exploitation et des hors reprises de provisions et amortissements. Et enfin, on vous disait, il fallait que cette holding ne soit pas contrôlée par une même holding qui elle-même serait redevable de la taxe. Une fois qu'on avait déjà réussi à respecter tous ces critères, qu'on vous expose ici de manière très générale, eh bien, on était dans le champ et il fallait savoir quelle était l'assiette. Et là encore, au niveau de l'assiette, il fallait cumuler comme vous le voyez, 3 grandes catégories de biens. Et donc, nous avions dans un premier temps la valeur vénale des biens meubles corporels, des immeubles sous déduction des dettes et des droits qui portaient sur ces biens, mais dès lors que ces biens n'étaient pas affectés à l'activité professionnelle. C'est-à-dire que dès lors que les biens étaient affectés à l'activité professionnelle, ils n'étaient pas retenus dans l'assiette de la taxe. Ça, c'était le premier bloc. On y ajoute une autre catégorie de biens, à savoir la valeur vénale des disponibilités. Alors, le texte ne nous définissait pas ce qu'il fallait entendre par disponibilité. Et des titres, donc la valeur vénale des disponibilités des titres, autres que les titres de participation. Donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des titres détenus par la holding, puisque l'objet d'une holding, c'est quand même détenir des titres, eh bien, il fallait encore distinguer les titres de participation des autres titres. Déduction faite, vous disait-on, de la fraction non employée des sommes apportées lors d'augmentation de capital, parce qu'effectivement, j'ai pu faire une augmentation de capital, mais ne pas réutiliser les sommes tout de suite. Donc, en fonction de l'utilisation des sommes, cette augmentation de capital, on n'allait pas la retenir dans l'assiette. Alors, il y avait des délais qu'on n'a pas développés ici. Et on y ajoutait, on déduisait de cette valeur les produits de cession d'actifs et certains indicateurs financiers. Donc, ça, deuxième bloc. Et on y ajoute un troisième bloc. Vous voyez, à chaque fois, même ne serait-ce que dans la détermination de l'assiette, c'est déjà assez complexe. Et enfin, on vous dit, on ajoute tous les biens dont la valeur vénale des participations détenant des actifs, dont la valeur vénale globale est supérieure à 5 millions d'euros, ayant des revenus passifs supérieurs à 50% des revenus. Rien qu'à le dire, on voit la complexité du dispositif et la difficulté pour chaque holding à la déterminer.
On est sûr que ce n'est pas une mesure de simplification. Non, mais ce mot ne s'utilise plus. En l'occurrence, ce qu'on constate une fois qu'on en était donc, dans le cadre des débats, et ça c'était le premier texte, on vous disait, voilà, si vous êtes une société française, le taux, donc, ou société étrangère, le taux est de 2%, mais attention, si vous êtes une société française, vous allez payer cette taxe au même moment que le solde de l'IS, et pour tous les exercices, alors à l'époque c'était pour tous les exercices clos à compter du 31 décembre 2025, mais si vous êtes une société étrangère détenue par des associés personnes physiques, eh bien, vous allez payer cette taxe avec la déclaration personnelle de l'associé pour les exercices, là en l'occurrence, clos à compter de 2026. Donc là, on avait cette différence. Mais effectivement, alors bien entendu, cette taxe n'était pas déductible de l'IS, c'était ce qui était prévu. Et il était également prévu que si les actifs qui supportaient cette taxe ne pouvaient pas être taxés à l'IFI. Alors il faut savoir que l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, dans le cas des projets, il était également prévu de passer de l'IFI à l'IFI, puisqu'il voulait instituer l'impôt sur la fortune improductive. Donc là encore, c'était déjà une mesure qui avait failli voir le jour l'année dernière. Ça n'est pas resté à l'ordre du jour. Cette année, c'est revenu. On verra bien dans quelques jours quel sera le sort de cette IFI. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, au cours des débats, notamment à l'Assemblée nationale en première lecture et au Sénat, eh bien, on a changé l'assiette et le taux de la taxe. Pourquoi ? Eh bien, d'un taux de 2%, on est passé à un taux de 20%. Et dans les actifs qui seraient taxés dans les holdings, eh bien, on voulait y taxer tous les biens somptuaires détenus par une holding. Et c'est vrai, comme le disait Patrick encore ce matin devant vos confrères à Besançon, c'est vrai que toutes les holdings détiennent des biens affectés à la chasse ou à la pêche, des véhicules de tourisme, des yachts, des aéronefs, des bijoux, des objets précieux, des chevaux de course. C'est effectivement l'objectif d'une holding, c'est de détenir des biens somptuaires. Est-ce que j'ai bien répété ? C'est-à-dire qu'en fait, on avait vidé la substance de l'assiette taxable, on avait monté le taux à 20%, on aurait même pu le mettre à 50%, parce que je connais assez peu de holdings dans lesquels il y a des navires, des avions, et voilà, c'est pas l'objectif d'une holding telle que vous en constituez pour vos clients. Mais effectivement, et c'est là où on a un doute quand on lit le communiqué de presse d'hier soir du Premier ministre. Il dit cette mesure, elle va être maintenue, donc la taxe sur les holdings. Alors, on ne sait pas dans quelle proportion, si c'est sur la base du texte initial ou du texte révisé. La seule chose qu'on sait, c'est que l'objectif du maintien de cette mesure, c'est pour lutter contre les fraudes, et notamment les fraudes fiscales. Donc on aurait plutôt tendance à dire on va taxer les holdings qui ont des biens somptuaires, les quelques-unes qui ont abusé du système. Mais on va quand même attendre d'avoir le texte. On nous dit la même chose pour le pacte Dutreil. Le pacte Dutreil, ce sera dans le texte de la loi de finances pour 2006. Et on va aussi là essayer de lutter contre la fraude fiscale et sortir de l'exonération des droits de mutation les biens somptuaires, s'il y en a, lorsqu'on veut transmettre l'objectif, c'est de transmettre une entreprise au sein du cercle familial, mais une entreprise qui a une activité économique et pas une entreprise qui a thésaurisé et qui a acheté. Alors on nous a sorti un cas effectivement d'un yacht qui avait été transmis dans le cadre d'un pacte Dutreil. Il n'y a eu qu'une affaire, donc on n'en croise quand même pas tous les jours, mais c'est ça l'objectif de ce qu'il devrait y avoir en matière de révision du pacte Dutreil également dans la loi de finances pour 2026. Oui, surtout que ce fameux communiqué de presse, parmi les mesures sur lesquelles il s'orientait, il y avait le fait d'amender les pactes Dutreil, notamment sur les durées d'engagement de conservation, et donc effectivement les pactes Dutreil seront très certainement à l'ordre du jour du prochain texte déposé. Alors après, sur les mesures qui étaient dans le texte d'origine, et je vais passer la parole parce que Patrick n'a que les bonnes nouvelles, eh bien c'était sur un sujet qui vous occupe tous, à savoir la facturation électronique. Et dans ce projet de loi de finances initialement déposé, il était prévu Deux choses. Il était prévu déjà des amendements rédactionnels au Code général des impôts. Pourquoi ? Parce que dans la version qui est dans le Code général des impôts, la facturation électronique qui est prévue, elle est prévue avec la plateforme de l'État. Vous savez, la plateforme publique, elle est toujours dans les textes. Or, on nous a annoncé l'année dernière qu'il n'y en aurait pas, qu'il n'y aurait que des plateformes partenaires d'opérateurs privés, et donc il faut corriger la rédaction du Code général des impôts
pour supprimer la plateforme publique des textes. Et puis, l'objectif de la loi de finances, c'était aussi de renforcer le signal consistant à dire « attention, c'est pour bientôt » et on va pas reculer le calendrier. Le calendrier, vous le savez, la prochaine étape importante, c'est le 1er septembre de cette année. Et l'idée est de dire, eh bien, pour bien faire comprendre aux opérateurs qu'on ne va pas reporter le calendrier de la facturation électronique, eh ben, on va alourdir les sanctions si jamais une entreprise refuse d'émettre des factures au bon format, au format électronique, si une entreprise refuse de choisir une plateforme agréée, ou encore si une entreprise refuse de procéder au e-reporting, c'est-à-dire à la transmission à l'administration fiscale d'un certain nombre de données sur ces opérations de vente ou de prestations de services. Donc, il y avait déjà des sanctions qui existaient, qui étaient codifiées dans le Code général des impôts. Eh bien, ces sanctions, vous voyez, elles sont alourdies pour donner le signal que c'est maintenant qu'il faut y aller. Alors, ces sanctions et toute la réglementation de la facturation électronique, elle repose sur les règles TVA. Et alors, comme de par hasard, eh bien, les règles TVA vont sortir du Code général des impôts. Au 1er septembre 2026, il n'y aura plus aucune règle de TVA dans le Code général des impôts puisqu'elles vont basculer au 1er septembre dans le CIBS. Le Code des impositions des biens et services. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui en matière de fiscalité, vous avez deux sources au niveau législatif. Vous avez le Code général des impôts qu'on a toujours connu et donc ce fameux CIBS dans lequel, en l'occurrence, vous retrouvez notamment quelque chose qui vous a occupé ou qui vous occupe encore quelques heures, ce que j'appelle moi l'ex-TVS ou alors la taxe sur l'affectation des véhicules. Donc les règles sont dans le CIBS. Donc tout ce qui est lié, en fait, aujourd'hui, j'ai le sentiment que tout ce qui est lié à la TVA va se retrouver dans le CIBS. Donc, vous avez donc eu une ordonnance du 23 décembre, je crois, en l'occurrence, qui a transféré les mesures de TVA du Code général des impôts vers le CIBS. Alors, à droit constant, normalement, on n'a pas changé les règles, on a juste sorti d'un code pour mettre dans un autre. Exactement. Mais encore une fois, c'est quand même un travail de longue haleine avec des tables de concordance qui nous ont été données dans le cadre de ce transfert. Mais le point qui est vraiment important aujourd'hui, au-delà des sanctions, alors je tiens à attirer quand même l'attention, c'est que dans le texte, il était prévu notamment sur le fait de ne pas désigner la plateforme agréée après mise en demeure. Eh bien, c'est que la sanction, vous dit-on au début, c'est 500 €, si après une première mise en demeure. Mais ensuite, si on ne se conforme pas à la désignation de cette plateforme, ce sera 1 000 € tous les 3 mois en cas de persistance de l'infraction. Alors bien entendu, 4 000 € par an. Voilà, ça peut quand même faire un petit pécule. Et il faut savoir, comme le disait Patrick, c'est que cette mesure, au début, on sait que tout le monde ne sera pas prêt au 1er septembre. Alors il y aura peut-être de la tolérance. On échange beaucoup avec la DGFiP à Bercy sur le sujet, avec le service en charge de la facturation électronique. Effectivement, on sait très bien qu'il n'y aura pas 100% d'entreprises qui seront prêtes au 1er septembre. L'objectif, c'est qu'il y en ait le plus possible et que, effectivement, peut-être que les premiers mois, on fera des relances sans appliquer systématiquement les sanctions, le temps que les entreprises y aillent progressivement. Mais il va falloir y aller quand même. Quand on regarde l'exemple de la Belgique, qui est rentrée au 1er janvier de cette année dans la facturation électronique, on a à peu près 60% des entreprises qui étaient prêtes, donc il y en a quand même 40% qui n'ont pas été en capacité de passer à la facturation électronique à la date qui était prévue. Alors on va essayer de faire mieux, je ne sais pas si on va y arriver, mais on va essayer de faire mieux. Et si effectivement il y a une période de tolérance les premiers mois, ne pensez pas qu'elle durera très longtemps. L'objectif, c'est effectivement la généralisation de la facturation électronique. Et la date du 1er septembre, elle est importante pour toutes les entreprises. Je vais faire une petite parenthèse sur le sujet, mais au 1er septembre 2026, d'accord, il n'y a que les grandes entreprises qui ont l'obligation d'émettre des factures électroniques. Mais au 1er septembre de cette année, toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent être en capacité de recevoir des factures électroniques. Alors qui ? C'est qui les entreprises assujetties à la TVA ? C'est tout le monde. Mais c'est pas moi en tant que particulier. C'est tout le monde, c'est pas toi, Olga Condé, en tant que particulier, mais c'est toutes les entreprises au sens de la TVA, au sens où la définition figure dans le Code général des impôts, c'est toute personne, quelle que soit sa forme juridique, qui exerce une activité économique à titre opérationnel. C'est quoi une activité économique ? On nous le précise également dans le texte. C'est toutes les activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, libérales, même les activités civiles
de location, voire de location nue, c'est une activité civile, ou encore les activités extractives. Je crois que j'ai été complet, que j'ai cité à peu près tout le Code général des impôts. Donc dès lors qu'on exerce une activité économique au sens de la TVA, le 1er septembre prochain, on doit être en capacité de recevoir, même si on n'aimait pas, des factures électroniques. Quelques exemples. Mon médecin. Mon médecin, est-ce que c'est un assujetti à la TVA? Bien sûr. Il exerce une activité économique, libérale, certes, mais il exerce une activité. Il ne facture pas de TVA, peut-être. Alors, mon médecin, il est exonéré de TVA par le Code général des impôts. Certes, il n'a pas l'obligation d'émettre des factures électroniques, mais il a l'obligation, au 1er septembre, d'être en capacité de recevoir les factures électroniques de ses fournisseurs, quel que soit le fournisseur, que ce soit EDF, peu importe qui. Il doit, au 1er septembre, mon médecin recevoir, donc avoir une plateforme, avoir choisi une plateforme agréée qui est en capacité de recevoir des factures électroniques. Ma toute petite entreprise, on va en parler tout à l'heure de la franchise en base de TVA, on va revenir dessus. Petite entreprise, même si je suis en franchise en base de TVA, je suis un assujetti à la TVA. Je suis dispensé, de par le dispositif de la franchise en base, de mettre de la TVA sur mes factures. Vous savez, j'ai la mention à faire figurer, vous connaissez ça par cœur, du Code général des impôts. Mais peu importe, je suis un assujetti à la TVA, donc les franchisés en base de TVA doivent au 1er septembre être en capacité de recevoir des factures électroniques. Mon loueur en meublé. Mon loueur en meublé, est-ce qu'il doit? Ben oui, c'est une activité économique. Je vous disais, toutes les activités commerciales et civiles, donc les activités locatives sont au regard du droit privé des activités civiles. Donc, j'exerce une activité économique au sens de la TVA puisque je mets un bien immobilier à disposition d'un tiers de manière régulière. Donc, mon loueur en meublé, pro ou non pro, peu importe, il exerce une activité économique au sens de la TVA. Il doit être en capacité de recevoir des factures électroniques, donc désigner une plateforme agréée. Ma SCI, on va aussi parler des SCI tout à l'heure, et des activités commerciales d'ailleurs, parce que c'est des sujets de fond pour vos cabinets. Eh bien la SCI qui fait de la location, alors si fait de la location meublée, on va en reparler tout à l'heure, elle est à l'IS, elle est évidemment dans le champ de la facturation électronique, mais si elle fait de la location nue, elle perçoit des revenus fonciers, elle est à l'impôt sur le revenu, ma SCI est un assujetti à la TVA, elle exerce une activité économique, location de biens immobiliers, à titre habituel. Alors, si ma SCI est purement patrimoniale, j'ai mis par exemple ma résidence principale dedans et j'ai mis que ça, ça peut arriver, à ce moment-là, elle n'a pas d'activité économique puisqu'elle loue rien. Mais une SCI qui exerce une activité de location, c'est une activité économique au sens de la TVA. Elle doit, au 1er septembre, être en capacité de recevoir des factures électroniques. Alors, il n'y a qu'un cas. Il n'y a qu'un cas où on n'est pas dedans, c'est une tolérance qui est prévue par l'administration fiscale, c'est l'allocation nue, mais pas en SCI à titre personnel. À titre personnel, location meublée, je vous disais, c'est une activité économique. Et on a un SIRET, on a tout ce qu'il faut pour déclarer cette activité et pour recevoir des factures. Mais l'administration fiscale nous a dit l'allocation nue à titre individuel, c'est embêtant de la considérer comme telle pour la facturation électronique parce qu'il n'y a pas de numéro sirène. Quand on fait de la location nue et qu'on perçoit que des revenus fonciers, il n'y a pas de numéro sirène pour identifier l'acteur économique et donc pour recevoir des facturations électroniques. Donc, ceux qui font de la location nue à titre individuel sans passer par une SCI, là, il n'y a pas d'obligation bien de désigner une plateforme agréée. Dans tous les autres cas, vous voyez, il y a l'obligation d'avoir cette plateforme et de recevoir des factures dans les prochains mois, dans moins de 9 mois. Parce qu'en général, on n'aime pas inventer les choses, eh bien, sachez que si vous allez sur le site impôt.gouv.fr, sur la première page, vous avez comprendre la facture électronique en 4 clics. C'est comme ça qu'ils l'ont dit. Vous avez des fiches qui ont été mises à disposition par l'administration fiscale et toutes ces dispositions, vous les retrouvez, que ce soit pour le médecin, que ce soit pour le loueur en meublé, le bailleur avec le numéro sirène, dans ces fiches qui sont à votre disposition puisqu'on vous demande de choisir en fonction de la situation ce qui vous intéresse, loueur en meublé, association et ainsi de suite. Et donc ces fiches-là, qui sont mises à jour régulièrement par l'administration, vous permettent d'avoir les premières tendances. Donc autrement dit, beaucoup d'assujettis à la TVA vont être concernés par cette obligation d'avoir une plateforme pour pouvoir recevoir ces factures électroniques. Donc il va falloir faire un petit peu le tour des clients et les en informer. Les accompagner. Alors il y a
encore une autre mesure dont on voulait vous parler dans ce projet de loi de finances. Alors initialement, c'était une bonne mesure, je voulais vous en parler, puis finalement... Finalement, ça a encore changé parce que le changement, c'est tout le temps. C'est pas que maintenant. Eh bien, la CVAE, qui l'année dernière, ici même, on vous disait, alors on n'a pas encore la loi, mais on va reporter la suppression à 2030. Et puis, on l'avait finalement fait dans le projet de loi, dans la loi de finances qui est du 14 février. Eh bien, dans le PLF 2026, ils envisageaient d'annuler le report en 2030 et donc de revenir à une suppression en 2028. Et puis finalement, au regard de ce qui nous a été dit hier soir, finalement on ne supprime rien et on reste sur le calendrier qui était prévu initialement l'année dernière avec une suppression en 2030. Donc on supprime la suppression du report pour revenir au report de l'année dernière. Rien qu'en le disant et en t'écoutant, je trouve que c'est compliqué. Donc en fait, on change rien, oubliez ce que je viens de vous dire et faites comme si on n'avait rien dit et faites comme a dit la loi du 14 février 2025. Et donc effectivement, les mesures... Suppression de la CVAE en 2030 à ce stade, à l'heure où on se parle. Tout à fait. À faire, donc, à suivre sur ce point. Alors, il y avait d'autres mesures, et au cours des débats, vous avez dû en entendre parler, mais c'était véritablement celles, en plus, qui ressortent dans le cadre des communiqués de presse qui nous ont été, c'est le cas de le dire, communiqués par le gouvernement.